Alors nous avons établi l'équation dite de d'Alembert sur le champ électrique et magnétique dans la même démarche. On va dorénavant travailler sur uniquement le champ électrique, mais tout ce que nous allons raconter sur ce champ électrique serait valable aussi sur le champ magnétique. Et on va retrouver notre champ magnétique à partir de E dans quelques minutes. Alors la première idée, c'est que cette constante epsilon 0 mu 0, puisque ça c'est une équation de propagation d'onde, en fait cette constante-là représente, à peu de choses près, une vitesse de propagation. En réalité, une équation d'Alembert strict s'écrit de cette façon-là, avec C qui est la vitesse de propagation de l'onde. Alors comme on a affaire ici à des ondes électromagnétiques, C, c'est bien sûr la vitesse de la lumière. Et là, on voit apparaître quelque chose d'assez inattendu, c'est que les deux constantes, epsilon 0 et mu 0, que nous avions découvert dans le cadre des champs statiques, donc des phénomènes qui sont statiques, en réalité se combinent pour donner quelque chose qui est infiniment dynamique, qui est la vitesse de la lumière, avec la relation epsilon 0 mu 0 égale 1 sur C2, qu'on encadre, même si ce n'est pas nécessaire de l'apprendre par cœur. Donc ça, c'est relativement inattendu. On avait initialement des phénomènes purement statiques, et on voit maintenant que, en réalité, ils sont quand même connectés assez directement à un phénomène aussi dynamique que la propagation de la lumière. Une autre remarque importante, c'est la problématique de la dimension l'analyse dimensionnelle des termes, et que nous allons faire dans quelques instants lorsque nous aurons un peu explicité ce que c'est qu'un Laplacien. Alors, pour définir le Laplacien de E, qui est un champ vectoriel, il faut d'abord passer par, en fait, le Laplacien d'un champ scalaire. Alors, on va faire l'hypothèse que V, par exemple, c'est le potentiel électrique, qu'on a rencontré abondamment dans un cours de niveau 1. Par définition, peut-être pas par définition, mais la formule opérationnelle du Laplacien de V en coordonnées cartésiennes, ça donne d de V sur dx2 plus d de V sur dy2 plus d de V sur dz2. Donc ça ressemble un peu à la divergence, mais dans la formule, ce sont des dérivées partielles, mais d'ordre 2 qui interviennent. Ce n'est pas une définition intrinsèque, puisque c'est relatif à un système de coordonnées. Alors maintenant, il faut regarder ce que ça donne pour le Laplacien vectoriel. Alors, si mon vecteur E est décrit par trois composantes, toujours en cartésien, EXEY, EZ, alors, le Laplacien de E est défini, alors vous allez voir que l'expression est assez longue, c'est le Laplacien vectoriel est défini comme l'application du Laplacien scalaire sur chaque composante du vecteur E. Ça veut dire que la première composante du Laplacien de E, ça va être le Laplacien scalaire de EX, c'est-à-dire d2EX sur dx2 plus d2EX sur dy2 plus d2EX sur dz2. Voilà, pour la première coordonnée. Puis maintenant, on fait pareil pour EY. Donc on obtient d2EY sur dx2 plus d2EY sur dy2 plus d2EY sur dz2. On prend la composante de E, correspondante à la coordonnée qu'on est en train de traiter, puis on la dérive, on fait la somme des dérivées partielles par rapport à respectivement x, y, z. Et finalement, la dernière ligne, ça donne d2EZ sur dx2 plus d2EZ sur dy2 plus d2EZ sur dz2. Alors, c'est clair que lorsqu'on a écrit ça, on est saisi d'un effroi
de la complexité de cette équation, puisque ici, on a 3 composantes fois 3 termes, donc c'est quand même assez lourd, qu'il faut égaler à 1 sur C2, la dérivée d'ordre 2 temporelle, pour respectivement x, y, z. Ça veut dire que, en fait, l'équation de D'Alembert, c'est 3 équations sur les coordonnées x, y, z, et chaque équation est encore ramifiée avec ici 3 termes à gauche pour la partie dérivée spatiale. Donc ça veut dire que, comme ça se présente de façon assez difficile. Donc on ne peut pas traiter ça directement, il faut simplifier. Il faut partir d'une situation simple qui va permettre de simplifier de façon importante tous les termes qu'il y a dans le Laplacien. Alors, pour ce faire, on va définir un objet. On va définir un objet qu'on appelle l'onde plane polarisée rectiligne. Et on va traduire ces caractéristiques, polarisée rectiligne d'abord, puis plane, pour aboutir à une simplification importante du terme laplacien de E. Alors d'abord, l'idée, c'est que notre onde est polarisée rectiligne si, au gré de la propagation de l'onde, le champ électrique conserve une direction constante. Par exemple, verticale, matérialisée par cette craie. Donc là, on parle d'une onde polarisée rectiligne, avec comme direction de polarisation l'axe OZ, si on est dans un système de coordonnées tout à fait classique, avec Z qui représente la verticale. Ça veut dire que le champ électrique, si l'onde est polarisée rectiligne, il se simplifie déjà beaucoup dans la mesure où ses composantes sur les axes X et Y sont nulles et il ne reste que EZ qu'on va se contenter d'appeler E, puisqu'il n'y a plus d'ambiguïté, c'est la seule composante non nulle. Donc certes c'est EZ, mais qu'on appelle simplement E, puisqu'il n'y a plus d'ambiguïté possible. Donc ça c'est une simplification, parce que toutes les ondes ne sont pas polarisées rectilignes, mais il en existe tout de même qui le sont dans la nature. Et puis le prototype de l'onde polarisée rectiligne, c'est le faisceau qui est issu d'un laser. Par construction, un faisceau laser est polarisé rectiligne. Et donc ça veut dire que finalement, quand bien même on fait une simplification, elle n'est pas totalement absurde, puisque ça correspond à des ondes réelles. Alors du coup le Laplacien se simplifie considérablement, puisqu'il n'y a plus rien sur les axes X et Y. Il n'y a plus rien. EX et EY sont nuls. Donc les dérivés sont nuls aussi. Et il reste finalement la dernière coordonnée. Alors j'ai plus besoin de mettre l'indice Z, puisqu'il n'y a plus d'ambiguïté. Donc ça fait D2E sur DX2, plus D2E sur DY2, plus D2E sur DZ2. Voilà le Laplacien déjà un peu simplifié. Et maintenant, nous allons pousser encore un peu plus loin l'hypothèse qui permet de simplifier, c'est-à-dire que nous allons considérer une onde plane. Alors qu'est-ce que c'est qu'une onde plane? Je reprends donc la direction de polarisation de mon champ E. On va faire l'hypothèse que l'onde se déplace, mettons sur l'axe OX qui est représenté par l'horizontale, voilà, OX, et je vais faire l'hypothèse que mon champ électrique est uniforme dans tout plan qui est normal ou perpendiculaire à l'axe de propagation. C'est pour ça qu'on parle d'onde plane. Le champ électrique est uniforme dans un plan qui est normal à la direction de propagation, qui est elle-même perpendiculaire à la direction de polarisation de l'onde. Ça veut dire que si j'appelle X l'axe de propagation de l'onde, la seule composante non nulle de E ne dépend du coup que de X, puisque, je répète, le champ est uniforme dans n'importe quel plan O, Y, OZ. Ça veut dire que les dérivés par rapport à Y et Z sont nuls, puisque le champ est uniforme, et le champ ne peut varier que selon la direction X. Donc, vous voyez que finalement, ce terme
disparaît, ainsi que celui-ci. Et finalement, sur les 9 termes initiaux du Laplacien qui nous semblaient un peu effrayants, avec notre hypothèse d'onde plane polarisée rectiligne, finalement, il n'en reste plus qu'un. Alors, est-ce que c'est une simplification abusive? La réponse est non, parce qu'un faisceau laser correspond réellement à une onde plane polarisée rectiligne. Donc, quand bien même l'hypothèse de simplification est assez rude, elle n'est pas fausse, ni naïve, mais correspond bien à la réalité. Du coup, on peut réécrire l'équation de d'Alembert, ici. Donc, il reste simplement D2E sur dx2 égale à 1 sur C2 D2E sur dt2. Vous voyez que l'équation qui était initialement une équation vectorielle est maintenant devenue une équation purement scalaire, moyennant nos hypothèses. Et en fait, on a ramené le problème à une onde à une seule dimension, puisque la seule variable d'espace qui subsiste dans l'équation, c'est x. On a affaire en fait à une onde, au fond, qui est monodimensionnelle. C'est lié au caractère plan de l'onde est plane, et donc la seule variable qui subsiste pour ce qui est de l'espace, c'est x. On peut à présent faire peut-être une petite remarque sur les notations. Pourquoi on a mis D2E sur dx2? C'est parce que ça, c'est en fait homogène à un champ électrique. C'est homogène à un champ électrique, et on met le 2 en exposant du d rond, parce qu'en fait, c'est un accroissement d'accroissement en tant que dérivé d'ordre 2. Mais c'est bien homogène à un champ électrique. En revanche, ici, c'est du dx au carré, c'est-à-dire qu'on a des volts par mètre carré. Là, l'exposant 2 est bien relatif à dx, qui est lui en mètres. Donc on a des volts par mètre carré. On peut peut-être le mettre. Hein. Volts par mètre carré, puisque dx, c'est une longueur, dx au carré, c'est bien une longueur au carré. De l'autre côté, on a ici le D2E. C'est homogène à un champ électrique. Alors le D2 en tant que variation du champ. Mais du point de vue dimensionnel, c'est bien des volts par mètre. Et ici, c'est le dt qui est au carré, c'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à des secondes au carré. Il reste le 1 sur C2. Alors, c'est une vitesse de propagation, c'est la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Donc, ici, puisque c'est C au carré, on a des mètres carrés fois seconde moins 2. Voilà, maintenant, on peut conclure. Regardez ici. Seconde moins 2 compense le seconde carré. On peut éliminer. Le volt par mètre figure identiquement à gauche et à droite au numérateur. Et au dénominateur, on a bien ici des mètres carrés, tout comme à droite. Donc, l'équation est bien homogène. Et vous voyez ici expliquer les notations un peu bizarres de l'exposant qui est tantôt associé au d rond, pour indiquer que c'est une variation de variation, et l'exposant ici qui est associé non pas au d rond, mais à dx en entier, pour indiquer que c'est des longueurs au carré, respectivement des temps au carré.